Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du bossu de Notre-Dame. En cette année 1487, un bohémien nommé Clopin débute son spectacle de marionnettes devant quelques enfants. Dans les tours de Notre-Dame vit un mystérieux sonneur de cloches. Écoutez mon histoire, c'est l'histoire d'un homme et celle d'un monstre. Il y a 20 ans de cela, sur les berges enneigées de la Seine, quelques bohémiens entrèrent discrètement dans Paris. Soudain, des gardes se dressent devant eux, et une voix sèche claque comme un fouet. « Arrêtez cette racaille !» intime le juge Frollo, qui déteste les gens de ce peuple. Une femme portant un paquet est parvenue à s'échapper. Frollo la poursuit dans les rues désertes jusqu'au portail de Notre-Dame. « Donne-moi ce que tu caches, voleuse !» ordonne le juge. « Laissez-moi !» réplique la bohémienne en serrant le paquet de toutes ses forces contre sa poitrine. « Je réclame le droit d'asile !» L'implacable Frollo se rue sur la femme sans défense. Son cheval la bouscule, elle tombe et se fracasse la tête contre le sol. Sans éprouver la moindre pitié, le juge s'empare du paquet, et aussitôt de faibles cris retentissent. D'un geste brusque, Frollo écarte les linges et sursaute. « Un bébé! Mais c'est un monstre !» s'exclame-t-il. Pour se débarrasser de l'enfant, Frollo s'apprête à le noyer dans un puits, quand un prêtre sort de l'ombre et s'adresse à lui. « Arrête, misérable !» tonne l'archidiacre de Notre-Dame, un doigt accusateur pointé vers le juge. « Que dois-je faire » demande Frollo furieux, d'avoir été surpris par l'homme de l'église. « Élève cet enfant comme si c'était le tien. »« J'accepte, répond Frollo, à condition qu'il reste ici près de vous, caché aux yeux de tous. » 20 années ont passé. Quasimodo vit toujours cloîtré dans les tours de la cathédrale et ne connaît rien des hommes. De toutes ses forces, le bossu tire d'une corde, et aussi agile qu'un acrobate, se perche sur la cloche qui se balance sous lui. Don, don. Tout le monde entend le carillon, et pourtant personne ne voit jamais le sonneur de cloche. De ses mains habiles, Quasimodo passe ses journées à sculpter des objets en bois. Aujourd'hui, il est triste, car le jour de la fête, c'est le jour de la fête de fou. Hélas, soupire-t-il, je ne pourrai jamais y aller. Ses fidèles amis les gargouilles, rocailles, murailles et volières se désolèrent et aimeraient bien lui venir en aide. « Allons, allons, encourage les trois compères, tu ne vas pas rester caché ici toute ta vie. J'aimerais tellement voir le monde en bas, un jour, rien qu'un seul jour. Alors vas-y, déclare la volière. Tu feras juste un petit tour et Frollo n'en saura rien. Vraiment, tu crois ?» s'enthousiasme Quasimodo, les yeux brillants de joie. « Voir le monde, enfin !»« Voir le monde, toi ?» ricane le juge en surgissant de l'ombre. « Si tu sors de cette tour, les gens se moqueront de toi. Le monde est cruel pour les êtres laids et difformes. » Quasimodo croit que Frollo dit vrai et renonce à la fête. Zing, zing. Une belle bohémienne au nom de Esmeralda virevolte en dansant. Ses bracelets s'entrechoquent et son tambourin résonne. « Djali » lance-t-elle à son cabri. « N'oublie pas de ramasser les piécettes. » La taille fine et les grands yeux de la jeune fille attirent l'attention d'un beau cavalier. « Oh oh, vois-tu cela, Achille ?» confie le capitaine Phébus à son cheval. Les gardes se précipitent sur Esmeralda. « Halte là, voleuse !» Ils n'ont pas le temps de la saisir qu'elle déguerpit avec son animal. Phébus décide de voler à son secours et demande à son cheval de poser sa large croupe sur l'un des gardes. « Oh, aïe, aïe !» glapit le soldat. « Achille est une vraie tête de mule, plaisante le jeune homme. Je ne peux plus le faire bouger. » L'heure du devenir sonne pour Phébus, le nouveau capitaine des gardes. Il rejoint Frollo sur le balcon du palais de justice. « Votre mission sera de nettoyer Paris et de tous ces bohémiens. Ces gibiers de potence me narguent depuis trop d'années. Pour cela, continue le juge, vous devrez découvrir leur repère à Paris, la cour des miracles. » Pendant ce temps, les trois gargouilles ont convaincu leur ami le bossu. Ils se glissent dans la foule et passent inaperçus parmi les masques grotesques et les déguisements multicolores. « Oh, que l'on s'amuse bien ici !» se réjouit-il. Bousculé par les badauds, le pauvre garçon tombe dans la tente d'Esmeralda. « Eh bien, regarde où tu mets les pieds, lui dit amicalement la belle bohémienne. Timide et craintif, Quasimodo se dissimule sous sa capuche, mais la bohémienne l'apprivoise très vite. Esmeralda se joint à la fête et grimpe sur une estrade. Gracieuse et légère, elle charme tout le monde par sa danse. « Bravo, Esmeralda !» hurle-t-on. « Viens donc me rejoindre » dit la jeune fille à Quasimodo qui la regarde avec de grands yeux émerveillés. Le jeune homme est tombé fou amoureux, tout comme le capitaine Phébus.
Et on dirait bien que le juge Frollo lui-même ne la quitte plus des yeux. Perché sur l'estrade, Clopin repère très vite Quasimodo. « Regardez, lance-t-il à la cantonade, le plus laid de nous tous, c'est bien Quasimodo, le bossu de Notre-Dame. Prosternez-vous devant sa majesté, le roi des fous. » Des applaudissements crépitent et des hurrahs éclatent. Quasimodo, la tête recouverte d'une couronne cabossée, tient un spectre à la main et ne retient pas sa joie devant tous ces gens qui sourient et l'acclament. Hélas, quand la foule s'aperçoit que le roi des fous ne porte pas de masque, le triomphe se transforme en mêlée générale, et Quasimodo doit fuir. En le protégeant, Esmeralda s'attire la colère de Frollo. Elle court se réfugier dans Notre-Dame. Phébus a reçu l'ordre d'arrêter la bohémienne, mais dans son cœur, l'amour l'emporte sur le devoir. « Ne craignez rien ici, vous êtes en sécurité, lui déclare le jeune capitaine. Le soldat de Frollo garde toutes ses issues de la cathédrale. Prisonnière des murs de pierre, Esmeralda devient l'amie de Quasimodo. Comme toutes les bohémiennes, elle est aussi diseuse de bonnes aventures. « Je vois que tu es gentil et généreux, lui relève-t-elle, et qu'il n'y a aucune ligne de monstruosité dans ta main. Ah, pourvu que ce soit vrai, souffle-t-il. Quasimodo aimerait rester toute sa vie avec Esmeralda dans les tours de Notre-Dame. Seulement la bohémienne a besoin de grand air et de liberté. Le jeune homme se laisse vite attendrir. « Tiens-toi bien à moi, lui dit-il. » Esmeralda est Djali, agrippée à son épaule. Il s'élance dans le vide et descend le long de la façade de Notre-Dame. Arrivé en bas, Esmeralda le remercie et lui offre un présent. « Ce pendentif te permettra de me trouver si tu as besoin de moi, lui confie-t-elle avant de le quitter. L'évasion d'Esmeralda a rendu Frollo tellement fou de rage qu'il ordonne d'incendier un moulin dans lequel le talisman de Bohémien a été trouvé. « Je refuse de tuer les innocents, déclare le capitaine en se jetant dans les flammes pour sauver les occupants. Condamné à mort par le juge pour insubordination, Phébus n'a que le temps de sauter sur un cheval et de s'enfuir sous une pluie de flèches. Esmeralda et ses amis découvrent Phébus blessé et l'emmènent à Notre-Dame. « Aide-moi, Quasimodo, supplie Esmeralda. Promets-moi qu'il n'arriverait rien à Phébus. » Le cœur gros, Quasimodo accepte, mais il faut faire vite. Déjà les pas de Frollo résonnent à l'extérieur. Le bossu transporte son rival sous la table et le dissimule sous la nappe. Quand Frollo pénètre dans la tour, Quasimodo est effrayé. Seulement, une promesse est une promesse. Il masque par une quinte de tous les gémissements de Phébus. « Tu me caches quelque chose, devine très vite le juge. »« Oh non, maître. Tout est la faute de cette fille, s'exclame Frollo, en saisissant la figure d'Esmeralda. Cela n'a plus d'importance. Je sais où se trouve le repère de ces bohémiens, et je les attaquerai dès l'aube avec 1 millier d'hommes, hurle le juge en sortant. Je pars les prévenir, murmure le capitaine. Encouragé par les gargouilles, Quasimodo rejoint Phébus. Grâce au pendentif d'Esmeralda, le bossu connaît la cachette des bohémiens. Lui seul peut les sauver. Dans la nuit, les 2 hommes s'engagent dans la ruelle et s'enfoncent dans les souterrains de Paris. La ruse de Frollo a réussi. Caché dans l'ombre, le juge le suit à la trace avec ses soldats. Soudain, devant 2 hommes, une armée de squelettes se dresse. L'un d'entre eux s'avance. « Vous avez osé pénétrer dans notre territoire. Notre sentence est sans appel pour les espions de Frollo. C'est la mort, déclare Clopin. « Arrêtez, s'interpose Esmeralda. Ces hommes m'ont sauvé, ce sont nos amis. »« Il faut que vous partiez immédiatement, annonce Phébus, sitôt libéré. Frollo a prévu de vous attaquer dès l'aube. Merci de nous avoir prévenus. C'est Quasimodo qu'il faut remercier, conclut Phébus. Sans lui, nous n'aurions jamais découvert la cour des miracles. » À peine Phébus a-t-il prononcé ces mots qu'une troupe en armes apparaît. « Moi non plus, je n'aurais jamais trouvé seul les cours des miracles, » dit Frollo. Puis il se tourne vers le pauvre bossu. « Merci de m'avoir montré le chemin, Quasimodo. Je savais bien que tu me serais utile un jour. »« Misérable menteur, réplique Esmeralda en furie. Vous vous êtes servi de lui. » Enchaîné dans sa tour, Quasimodo se désespère d'avoir causé la capture des bohémiens. « Libère-toi, arrache tes chaînes, l'encourage Rocaille, muraille à la volière. « Laissez-moi, soupire-t-il. Tout est bien fini. Frollo a gagné. » Déçus, les gargouilles quittent Quasimodo. Un bûcher est dressé sur le pavé de Notre-Dame. Frollo s'approche de la jeune femme et susurre « Tu as le choix. La mort sur ce bûcher ou moi ?» La fière bohémienne le fixe avec un tel mépris qu'il se tourne vers la foule et proclame d'une voix forte « La sorcière Esmeralda est condamnée à mort. »
Enfermé dans une cage de fer, Phébus assiste impuissant à la scène. Du haut des tours de Notre-Dame, Quasimodo entend les dernières paroles de son maître. Dans un effort surhumain, il rompt ses chaînes et renverse les piliers de pierre. « Enfin libre !» hurle-t-il. Le bossu se précipite vers le bûcher, arrache Esmeralda aux flammes et la ramène dans la cathédrale. « Je demande le droit d'asile pour elle !» exclame-t-il en brandissant le corps inanimé de la bohémienne au-dessus de lui. Sa voix résonne longuement aux oreilles de la foule massée sur la place. Quasimodo dépose Esmeralda sur un lit de paille. Une sourde clameur et des cliquetis d'armes montent du parvis. Les soldats de Frollo sont en ordre de bataille. Le juge écume de rage et sa colère ne connaît plus de limites. « Menez l'assaut contre la cathédrale !» commande-t-il à ses hommes. Dans le tumulte de la bataille, Phébus parvient à s'échapper de sa cage de fer. D'une voix tonitruante, il s'adresse à la foule. « Habitants de Paris, Frollo met votre bonne ville à feu et à sang. Maintenant, il ose déclarer la guerre à Notre-Dame, elle-même. Ne le laisserons-nous faire ?»« Non !» répond une clameur immense. Le grand vent de la révolte souffle sur Paris. Rocaille, Muraille et la Volière du haut de la cathédrale prêtent main forte à Quasimodo en jetant des pierres sur les hommes de Frollo. Les pigeons de leur côté attaquent les soldats en piqué, les becs en avant. « Nous y arriverons jamais, c'est sans espoir !» se lamente le bossu à bout de force. Quasimodo et ses inséparables gargouilles ont une idée de génie. Du sommet de Notre-Dame, ils déversent du plomb fondu qui s'abat sur le sol. Comme un torrent de feu, c'est la déroute générale. Les soldats se sauvent, pris de panique. Resté seul sur la place, Frollo pousse des cris de fureur. Devant la fuite éperdue des soldats, le bossu crie victoire. Mais sa joie est de courte durée. Étendue sur son lit, la belle bohémienne semble sans vie. À genoux, les mains jointes, Quasimodo prie le ciel de rendre la vie à son ami. Sur le seuil de la porte apparaît Frollo, un vilain rictus déformant ses traits. Lorsque Quasimodo aperçoit l'ombre d'un poignard planté vers son dos, il se retourne d'un coup et jette à terre son père adoptif. « Toute ma vie tu m'as fait croire que les gens étaient cruels, mais maintenant je sais que le seul à être cruel dans le monde, c'est toi !» Esmeralda a repris connaissance et Quasimodo la prend dans ses bras avec tendresse. « Non !» gémit-il soudain, l'épée levée, l'impitoyable Frollo se rue sur eux et les poursuit sur la galerie. Les traits grimaçants, le juge cherche à faire tomber le bossu qui se tient désespérément d'une main au-dessus du vide, Esmeralda suspendue à son épaule. Quasimodo réussit à se hisser sur une gargouille et met son ami à l'abri. Frollo s'apprête à donner le coup de grâce quand la sculpture de pierre se détache du mur. Dans un grand cri, le juge tombe dans le vide, entraînant le jeune garçon. « Quasimodo, non !» gémit Esmeralda, horrifiée. D'un geste vif, elle saisit sa main. Mais la jeune fille n'a pas la force de retenir son ami. Elle lâche prise. Heureusement Phébus est aux aguets, et un peu plus bas, et ses bras puissants, il attrape Quasimodo au vol. Peu après, Esmeralda et Phébus sortent de la cathédrale, le visage rayonnant. Intimidé, le cœur grognant dans sa poitrine, Quasimodo les suit. Que dire? Que faire? Chacun reste silencieux. Tout d'un coup, une petite fille se précipite pour caresser le visage de Quasimodo, et la foule acclame son nouveau héros. Rocaille, Muraille et la Volière assistent à la scène et seraient justes pour leur ami. Clopin se tourne vers les gamins de Paris. « Alors, demande-t-il pour clore son histoire, à votre avis, qui était l'homme et qui était le monstre ?» Et voilà, c'est fini. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça vous permettra de voir les nouvelles histoires au fur et à mesure. À bientôt les amis, je vous dis bye bye. Bisous bisous, au revoir.